Pierre, merci beaucoup. Alors déjà, faisons connaissance, hein. Dans un premier temps, Jean-Michel, moi je vis en Alsace. Peut-être que vous entendrez quelques intonations des fois. Non loin de la frontière suisse. Alors on dit des Alsaciens que c'est des Belges qui n'ont pas réussi à aller jusqu'en Suisse. Voilà. Et donc voilà, je vis en Alsace. Alors pour la petite histoire, ma carrière, je l'ai commencée dans l'industrie pharmaceutique et dans une direction qualité. Je m'occupais notamment de la normalisation, la certification, la validation de tout ce qui est documents pour l'export. Donc rien de très marrant. Et j'ai quitté l'industrie pharmaceutique quand un jour finalement, voilà, il s'agissait d'un laboratoire américain. Euh, la direction générale se réjouissait de l'augmentation du nombre de cancers dans le monde et du nombre de diabète, de patients diabétiques. Je me suis dit, c'est dissonant par rapport à mes valeurs, donc j'ai quitté l'industrie pharmaceutique, forcément avec les retombées financières que vous pouvez imaginer, pour partir dans un domaine complètement différent, dans le domaine de l'insertion. Des gens fracturés, fracassés par la vie. Également, l'accompagnement de personnes fragilisées par la vie, atteintes également d'addiction, de toxicomanie, etc. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis formé à beaucoup d'approches. J'ai également passé un diplôme universitaire de psychopathologie et je me suis formé à beaucoup d'approches complémentaires. Alors déjà pour moi, du fait de la difficulté du métier, mais aussi l'accompagnement psychologique, il a vite ses limites, donc il a fallu inventer d'autres et intégrer d'autres outils pour le suivi de ces personnes. Et j'ai fait ça une quinzaine d'années pour ensuite maintenant travailler davantage dans le domaine hospitalier où je m'occupe de soins de support auprès de patients chroniques et en soins palliatifs également. Voilà. J'avais une activité en cabinet que j'ai laissée au profit de l'activité plutôt hospitalière. Voilà pour les petites présentations d'usage. Alors, on va bah, parler ce soir de médecine intégrative, de soins de support et plus précisément avec un focus sur les techniques respiratoires. Alors, on entend souvent parler de médecine alternative, de médecine douce, de médecine parallèle, de médecine complémentaire, un peu moins en France de médecine intégrative, comme souvent parce que on a un peu de retard en France, hein. Alors, par rapport à ça, mais d'autres choses encore. Enfin, on va pas polémiquer maintenant, mais euh, voilà, on parle souvent de médecine douce. Alors, j'aime bien prendre l'exemple de l'aromathérapie, qui fait partie des médecines intégratives. L'aromathérapie, c'est pas du tout doux, et pourtant on se dit bah, c'est naturel. Mais je prends par exemple l'huile essentielle de sarriette. On peut faire une overdose et avec une intoxication grave, notamment au niveau des reins et du foie, du fait de cette huile essentielle. Et pourtant, on se dit bah c'est de la médecine douce. En fait, c'est pas du tout doux. Donc le terme de médecine douce, il est inapproprié en général. Médecine alternative, alors ça, les médecins, ils n'aiment pas du tout, puisque alternatif, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, il vaut mieux éviter le terme de médecine alternative. C'est soit la médecine conventionnelle ou non conventionnelle. Et comme le terme de médecine parallèle, parallèle par définition, c'est deux droites qui se réunissent, qui se rencontrent jamais. Donc on va éviter aussi. Complémentaire, c'est déjà un peu mieux. Et alors le summum, c'est la médecine intégrative. C'est de pouvoir travailler entre professionnels, on va dire, non réglementaires et de professionnels réglementaires, médecins, infirmiers, sages-femmes, kinés, etc. Et ça, c'est vraiment la médecine de demain. C'est une prise en charge intégrative, à la fois physique, psychologique, également spirituelle. Alors là, c'est pas du tout le cas encore en France, c'est le cas en Suisse, par exemple. Il y a prise en charge spirituelle. Voilà. Euh, et dans la médecine intégrative, ben alors, il y a tout plein de disciplines, la naturopathie, la sophro, les techniques énergétiques, l'acupuncture, les techniques respiratoires, la cohérence cardiaque. Ce sont des outils. Je préfère parler d'outils que de disciplines. Surtout si on prend l'exemple de la sophrologie caïcédienne d'origine, à laquelle je suis formé. Actuellement, elle a été dénaturée parce que, il y a tout plein de courants différents. Donc, je préfère parler d'outils et de médecine intégrative. Donc voilà pour
le petit topo sur les médecines intégratives. Dans la médecine intégrative, on a les soins de support. Et les soins de support, en fait, c'est né en cancérologie. Comme souvent, je veux dire qu'en cancérologie, c'est souvent le domaine qui est le plus abouti en termes de soins et de propositions de soins complémentaires pour le coup, parce qu'on propose ben, l'accompagnement psychologique, l'activité physique adaptée, l'accompagnement social, l'accompagnement spirituel même quelquefois. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé maintenant le préconise, hein, l'accompagnement spirituel. Alors, on n'en est pas encore là, hein, comme je le disais, en France. Mais en tout cas, les soins de support sont définis en cancérologie comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement spécifique. Donc, c'est vraiment conjoint. Les soins de support font appel à des compétences dans les domaines de la nutrition, la diététique, la psycho-oncologie, etc. Alors, le concept de soins de support est beaucoup plus large que celui des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est des soins lorsque finalement, le pronostic vital est engagé. Les soins de support, c'est vraiment quelque chose qui accompagne le patient lorsque, en l'occurrence, le cancer est déclaré et que le traitement conventionnel débute. Alors, aujourd'hui, les soins de support, et c'est très bien pour nous, professionnels non médicaux, ont tendance à se développer dans le domaine hospitalier pour des patients qui sont atteints d'autres maladies que le cancer. Alors notamment l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance pulmonaire, les personnes qui sont en insuffisance rénale terminale, les patients chroniques, diabétiques, etc. Et il y a l'obligation maintenant par la Haute Autorité de Santé d'installer des soins de support. Donc c'est plutôt bien. Après, il y a la question des financements, ça c'est autre chose, mais déjà, il y a cette volonté. Donc voilà. Euh, donc c'est vraiment une prise en charge globale de la personne, aussi bien de l'annonce jusqu'à la rémission, à la guérison. Alors, les soins de support, c'est quoi? Ben, ils proposent une approche globale. Ils visent à assurer la meilleure qualité de vie pour les personnes malades, sur le plan physique, psychologique, social. Ils prennent en compte la diversité des malades et des maladies. Ils font partie intégrante du parcours de soins. Ils sont ni secondaires ni optionnels. Donc ça, c'est vraiment des recommandations maintenant de la Haute Autorité de Santé. Et comme je le disais précédemment, c'est plutôt euh, positif pour nous. Alors c'est en 2005 que les soins de support ont été officiellement créés. Et donc c'est ce soutien aux personnes malades tout au long de la maladie. Et également, il s'agit d'intégrer les soins de support également dans l'hospitalisation à domicile. Et ils doivent s'inscrire dans une coordination. Voilà, mobiliser l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est peut-être, je suis optimiste de nature, la reconnaissance d'une partie de nos compétences en tant que professionnels non médicaux. Alors, c'est le cas en Allemagne, hein, voilà, les professionnels, on va dire, d'autres disciplines, comme la naturopathie, par exemple, sont reconnus, en Suisse également. Alors, plus spécifiquement maintenant dans les soins de support, on ne va pas tous les lister, mais moi j'ai souhaité également faire un focus sur les techniques respiratoires. Alors, j'ai créé un diplôme universitaire de soins de support, malheureusement qui n'a pas vu le jour en France. Il a vu le jour en Espagne parce qu'il n'y a aucune université française qui était d'accord pour porter ce diplôme. Donc, voilà, ça dit quand même beaucoup de choses. En tout cas, on est une équipe de professionnels. Le diplôme universitaire, on l'enseigne en français, mais il est porté par une université espagnole. Voilà. Et dans ce diplôme universitaire, une large part est faite aux techniques respiratoires. Et c'est un petit peu ce focus que je souhaiterais faire ce soir. Alors, pourquoi? Ben, déjà, vous connaissez toutes et tous la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques ben, de se nourrir, de boire, de dormir, d'éliminer, etc. Ensuite, on a des besoins de sécurité, d'être abrité, si possible sans anxiété, sans crise. Euh,
Après, on a des besoins d'appartenance, des besoins d'estime et des besoins d'accomplissement. Alors, le problème, c'est quand un besoin inférieur, comme celui de bien respirer, n'est pas absolument atteint ou comblé, eh ben, ça va être difficile disons, de pouvoir progresser dans la pyramide et d'accomplir des besoins plus aboutis comme le besoin de sécurité ou d'appartenance. Et pourquoi je parle notamment de la respiration? Ben, parce que la respiration, on vient au monde avec une inspiration, on quitte ce monde avec une expiration. J'allais dire que c'est vraiment dans la pyramide de Maslow le besoin le plus fondamental, le plus primaire, avant même de fait de boire et avant même de fait de manger. Donc ça, je le dis souvent avec une pointe d'humour à mes collègues diététiciennes à l'hôpital. J'ai dit, écoute, laisse-moi voir le patient avant toi parce que bien respirer, c'est plus important que de bien boire et de bien manger. Et quand on sait que 92% de la population respire mal, ça donne une idée de l'état dans lequel on peut être sur les besoins les besoins les plus aboutis, notamment le besoin de sécurité. Parce que quand on respire mal, forcément, on va se sentir plus angoissé, plus stressé. On aura beau combler par une multitude de besoins, le téléphone dernier cri, la voiture, voilà, qui va bien. Et ben, quand un besoin inférieur n'est pas comblé, ça va poser un problème dans finalement la réalisation, la pleine réalisation de l'ensemble des besoins et donc des désirs. Donc effectivement, on respire globalement tous mal. La respiration, première énergie du corps, avant l'eau, avant l'alimentation, est-ce qu'on a vraiment conscience de l'importance de la respiration? Je ne le pense pas, je ne crois pas. Et il n'y a qu'à voir sur nous-mêmes, des fois, comment on respire. On respire par automatisme, on ne respire pas en pleine conscience. Or, la respiration, c'est vraiment quelque chose qui nous installe dans le temps et dans l'espace. Alors, il n'y a qu'à voir l'étymologie du mot respiration. En grec, pneuma, alors pneumologue, pneumatique, ça renvoie à l'air. Mais en étymologie, dans l'étymologie du grec ancien, ça signifie l'esprit, l'âme. Donc on voit déjà bien le lien entre le fait de bien respirer et l'accès à quelque chose de plus grand que nous, à savoir l'esprit, l'âme. En philosophie classique, le mot pneuma se distinguait de psyché, le souffle de vie. Il faisait la différence. En latin, le mot spiritus, alors on entend spiritualité, ça veut dire souffle. C'est ce qui est invisible. Phrène, par exemple, en grec également, signifie conscience. On entend ça dans euh, par exemple, le diaphragme, on entend le PHR, donc les anciens, et notamment les pythagoriciens, estimaient que le siège de l'âme était au niveau du diaphragme. Voilà. On l'entend également dans sophrologie. Sophrologie, c'est la science de la conscience. Voilà. Donc, ça renvoie à la faculté de perception et de discernement. Et quand on respire bien, on accède à ce qui est invisible, à savoir l'esprit, l'âme, mais aussi à notre conscience. Alors, en hindou également, on parle d'Atman. Atman, ça veut dire l'âme, la vraie nature, le soi. Atman en allemand, c'est respirer. À tel point qu'en Suisse, par exemple, il y a ce qu'on appelle une Atmen-thérapie. C'est une discipline dans les établissements hospitaliers, d'ailleurs, en Suisse et en Allemagne, qui permet aux patients d'éliminer, même d'éradiquer les troubles anxieux, de dépression, par des pratiques respiratoires. Alors, on en est encore loin en France, hein. On préfère les anxiolytiques et les antidépresseurs. Voilà, je suis toujours un peu critique par rapport à la prescription de médicaments. C'est mon passé dans l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire avant de prescrire les médicaments. Et on est vraiment très mauvais dans la prévention et l'accompagnement des maladies par d'autres solutions. Donc, tout ça pour dire que si on se penche sur l'étymologie, on voit à travers le spiritus, le souffle, que ça nous renvoie à quelque chose de plus grand que nous. Et d'ailleurs, psychologues, psychiatres, psychanalystes
viennent de la même racine que spiritus. Voilà. Donc, ce qui m'amuse toujours quand certains psychologues, psychiatres ne croient pas ou sont un peu dubitatifs ou rient un peu lorsqu'on parle du pouvoir du souffle sur le psychisme. Et on se rend compte que c'est complètement faux, en fait. Alors, également, il faut savoir que le souffle, la respiration, nous installe en tant qu'être conscient. D'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, on parle de qi. Le qi, c'est le souffle vital, une fois de plus. Voilà. Qui est d'ailleurs au niveau du diaphragme, hein. Alors, c'est quand même curieux que les anciens, ils n'avaient pas les téléphones portables et quand même, ils avaient la même perception des mêmes choses. Souvent, chez les Amérindiens, dans les médecines chinoises, on a la médecine hindoue, la médecine ayurvédique. Ils avaient les mêmes constats et pourtant Internet n'existait pas. Donc ça veut bien dire qu'il y avait une intelligence comme ça, un accès à une sagesse et également des pouvoirs de guérison. Alors la respiration donc nous installe à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors ça c'est toujours des questions que j'aime bien poser. Pourquoi je respire? D'où je viens? Euh, également, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'inspire? Voilà. Qu'est-ce que j'inspire lorsque j'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? C'est des questions un peu philosophiques, mais qui méritent d'être posées et que je pose très régulièrement lorsqu'on fait des respirations en pleine conscience. Elles nous renvoient aussi à quelque chose de plus dynamique. Pourquoi je respire? C'est plutôt l'expiration, quelque chose que l'inspiration nous ramène à la terre, l'expiration nous ramène au ciel. Ben, on vient sur terre avec une inspiration, on quitte ce monde avec une expiration. Voilà. C'est vers quoi je tends? Quel est mon dessein? Quel est mon but? Qu'est-ce qui m'inspire aussi dans mes valeurs? Et ça nous installe aussi dans l'espace. Donc, à la fois donc, dans notre verticalité, mais aussi dans notre horizontalité. Quand je respire bien, je m'ouvre à moi-même et je m'ouvre aux autres. Si je suis comme ça, je ne peux pas bien respirer et forcément ma respiration sera contrainte et ma qualité d'ouverture aux autres sera différente que si je suis là. Donc, elle nous installe aussi dans l'espace. D'où vient l'air que j'inspire? Ça, c'est aussi une question un peu philosophique. On n'a pas la réponse. Où va l'air que j'expire? Et l'air nous relie. Je dis souvent aux personnes, ça nous relie, y compris avec notre ennemi, avec la personne qu'on déteste le plus sur Terre. On respire des particules, ça nous met en lien à la respiration et nous lie. Euh, et ça nous lie dans le présent étant la somme de tout cela, une synthèse à la fois de l'intériorité, l'inspiration, et de l'extériorité, l'expiration. Donc là, c'est un petit peu des considérations, on va dire, philosophiques, phénoménologiques, mais c'est important d'en prendre conscience. Et d'ailleurs, on le voit aussi en sophrologie. Je ne sais pas si dans le groupe, il y a des sophrologues, mais en tout cas, en sophrologie, on estime que voilà, sur l'image de droite, vous avez une représentation, une illustration de l'homme avec les relaxations dynamiques du premier degré qui sont très en lien avec la matérialité, la terre, le corps. Ensuite, on a quelque chose qui est plus en lien, ce qu'on appelle les relaxations RD2, relaxation dynamique 2, en lien avec la conscience de soi au niveau des émotions, relation aux autres. Ensuite, on a quelque chose encore un peu plus abouti, la conscience de l'existence, l'existentiel, de l'esprit. Et après, on a la totalisation, c'est-à-dire la conscience de l'homme dans son environnement. Et tout ça, on le retrouve dans des cycles et des niveaux. Alors, pas rentrer dans le détail, mais la respiration accompagne tout ce cheminement, aussi bien du corps vers l'émotion que vers l'esprit, que vers l'existence tout entière. Alors, on ne va pas faire un cours sur la respiration, mais quand même rappeler un peu les fonctions. Ben, la respiration, elle a un rôle essentiel dans tout processus vivant. Tout ce qui vit respire. Voilà. Alors, même les bactéries, alors il y a des bactéries qui sont anaérobies, qui n'ont pas besoin d'oxygène, mais globalement, tout ce qui vit respire. Si ça ne respire plus, ça ne vit plus. Donc la respiration, elle apporte de l'oxygène aux cellules. Elle va aussi débarrasser l'organisme des déchets.
notamment du CO2 en excès. Il faudrait presque rajouter là, ça va permettre aussi de débarrasser notre organisme ou notre psychisme du poids des émotions. Et on le voit très bien, et ça c'est dans les pratiques du bouddhisme et du zazen par exemple, et les techniques respiratoires où on va accompagner les émotions. Alors pour elles, dans ces disciplines-là, c'est pas comme chez nous où on estime qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Chez eux, c'est pas binaire. Je suis plutôt comme ça en fait. J'estime que un peu de tristesse des fois c'est bien. Trop de joie, c'est pas bien. C'est de l'hystérie après. La tristesse nous apprend plus qu'une joie excessive. Quand on est triste, ça nous permet de réfléchir. Quand on est angoissé aussi, l'angoisse, elle est intéressante, l'angoisse. Alors pas trop, bien sûr. Si on n'était pas angoissé, si une maman n'était pas angoissée, elle dirait, ben, chérie, traverse la rue. Surtout ne regarde pas lorsque tu traverses la rue. Vas-y, il n'y a aucun danger dans la vie. L'angoisse, elle est plus intéressante, bizarrement, que la joie, la surprise. Donc, en revanche, le souffle, la respiration nous permet d'accompagner ces mouvements émotionnels. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas binaire où on dit il faut être heureux, la tristesse, je la chasse. Ça, non, parce que la tristesse, en médecine chinoise, elle correspond à l'hiver. C'est un peu comme si on disait il faut toujours de l'été, il faut jamais d'hiver. C'est des cycles, voilà. Et la respiration nous permet de mettre en mouvement ce cycle. Alors, au-delà de ces considérations un peu plus énergétiques de médecine chinoise, la respiration également permet de maintenir un niveau normal, tout plein de paramètres sanguins, notamment la pression de l'oxygène, la pression du CO2, la saturation en oxygène, le pH sanguin, etc. On en a beaucoup entendu parler pendant le Covid. Ça fait 5 ans, je crois, aujourd'hui qu'il y avait les mesures de confinement et on parlait souvent de désaturation et alors voilà, la saturation en oxygène, il faut que le sang humain ait une saturation en oxygène assez importante. 95%, c'est vraiment le minimum. En dessous, ça devient déjà un peu critique. On peut des fois baisser, mais en dessous de 90 et encore en dessous, ça devient vraiment critique. Et pendant le Covid, mais ce n'est pas uniquement le cas du Covid, on appelle, il y a quelque chose qu'on appelle l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire qu'on manque d'oxygène dans le sang, mais on s'en rend pas compte, on est heureux. Et tout d'un coup, pouf, on tombe et on se retrouve intubé aux urgences, on ne voit rien revenir. Et en fait, c'est la saturation en oxygène qui chute brutalement. Donc voilà, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont découvert pendant la crise sanitaire. En tout cas, c'est important. Également, la respiration a un rôle absolument essentiel dans le maintien de l'homéostasie. Alors ça, David O'Hare en a parlé, et dans la régulation du système nerveux autonome et d'une multitude de constantes physiologiques, mais j'allais dire aussi psycho-émotionnelles. C'est vraiment la base. Et c'est la seule fonction du corps que l'on peut réguler par la volonté. Il n'y en a pas d'autre. Si on se met à tachycarder, je peux pas dire à mon cœur, ben, maintenant, bats plus lentement, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça ne fonctionnera pas. Si j'ai une phobie et une araignée qui descend, j'ai beau me dire, mais cette araignée, elle va pas me sauter au visage et me mordre et m'injecter un venin mortel. Elle est toute petite, il n'y a aucun risque. J'ai beau essayer de me convaincre par la raison, du moment que le système nerveux autonome et mon système limbique, système émotionnel, prend le dessus, il n'y a pas 36 000 façons de contrôler, sauf un, c'est la respiration. Parce que c'est la double porte d'entrée à la fois de mon cerveau reptilien et de mon cerveau émotionnel, et je peux également le réguler par la volonté. Il n'y a pas d'autre fonction dans le corps. Donc là aussi, importance de la respiration. Alors, là, un petit détour de nouveau par la médecine traditionnelle chinoise. Vous savez qu'en médecine traditionnelle chinoise, tout est lié. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Trop de positif, c'est négatif, et trop de négatif, c'est pas bon non plus. Voilà. Mais du négatif, c'est pas forcément négatif dans le sens où nous, occidentaux, on l'entend. Il faut du vide, il faut du plein. Et on peut très bien faire le parallèle
avec l'inspiration. L'inspiration nous remplit, l'expiration nous vide. L'inspiration, c'est un phénomène dynamique, donc c'est plutôt du yang, et l'expiration, c'est du vide, c'est du yin. On a besoin d'expirer pour inspirer, on a besoin d'inspirer pour expirer, en fait. Donc, ce qui explique aussi souvent que quand je commence des techniques respiratoires, je commence bizarrement toujours par une expiration. Pour bien respirer, il faut commencer par expirer. Voilà, c'est un peu comme si vous souhaitez boire un verre d'eau et vous avez une tasse et vous prenez cette tasse ou ce verre et dans ce verre, il y a un fond d'eau qui a macéré un mois et on le remplit. Elle aura un drôle de goût. Et c'est un peu pareil dans nos poumons, on a ce qu'on appelle un volume tidal. C'est un volume mort, un volume résiduel mort, qui est plus important lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on respire mal, et plus de 90% de la population respire mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par expirer, par faire ce qu'on appelle des vidanges respiratoires, un peu comme si on vidait la tasse, si on la lavait, pour bien la remplir avec une eau pure. En l'occurrence, ce n'est pas une eau pure, mais c'est de l'air pur. Voilà. Donc, on voit bien aussi que tout est lié dans le cycle respiratoire, un peu comme le Tao, qui est le symbole de l'infini. C'est encore une fois de plus un cycle. Et ça, on peut faire tout à fait le parallèle avec ben, la psycho-énergétique chinoise. Vous voyez que on a au milieu le Tao, on a l'été qui est l'énergie de feu, le cœur, l'intestin, grêle, la joie, le plaisir. Alors eux, ils ont 5 saisons, ils ont la fin de l'été, ça correspondrait un petit peu à l'été indien, avec la mélancolie, les réflexions, etc. On a aussi l'automne. Là, pour les personnes qui sont nées en septembre, octobre, comme moi, c'est un peu notre point faible. Quand j'étais petit, je faisais souvent des problèmes de respiratoire, poumons, etc. Et l'énergie qui accompagne tout ça sur le plan de l'émotion, c'est plutôt la tristesse, mais aussi la rigidité, la prudence. Ça correspond à l'automne, mais c'est pas négatif en soi. Ensuite, on a l'hiver avec l'eau, la peur, l'anxiété. Donc, il y a à chaque fois des éléments, des émotions et des organes qui sont liés. Et enfin, le printemps, c'est très connu, l'énergie du printemps avec la colère. Alors, une infirmière récemment en unité de soins intensifs de cardiologie, elle me dit, mais Jean-Michel, c'est assez incroyable parce qu'on sait que cette chronobiologie, on la retrouve à l'échelle d'une journée. Ben, à midi, le soleil est au zénith, c'est là où il fait le plus chaud. Début de l'après-midi, on a un petit coup de pompe, c'est la fin de l'été. Ensuite, c'est la fin d'après-midi, ça correspond à l'automne. L'hiver, ça correspond à la nuit, on dort. Et le matin, on se réveille, c'est l'énergie du printemps. Et elle me dit, Jean-Michel, c'est assez incroyable, c'est entre 11 heures et 13 heures qu'on a le plus d'admissions pour des accidents cardiovasculaires graves. Et ça correspond à l'énergie de l'été, c'est l'énergie du cœur. Donc il y a trop d'énergie. Et ça aussi, on sait que dans les personnes cardiaques, on a des programmes d'éducation thérapeutique du patient à la respiration, notamment pour des patients cardiaques. Donc on va enseigner, dispenser des techniques respiratoires pour justement éviter des colères, éviter ce trop plein d'énergie. Et on peut le faire, et ça, on peut même le mesurer par des électrocardiogrammes et d'autres moyens encore euh, on peut mesurer l'impact sur le cœur et sur l'ensemble des organes. Alors, bah ça, on peut faire le parallèle entre le yin et le yang et notre système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, ça correspondrait au yang, l'énergie, et le parasympathique au repos. Trop de repos, c'est pas bien. Trop de, trop d'action, trop d'énergie, c'est pas bien non plus. C'est un équilibre. Et la respiration nous permet d'équilibrer ça au moyen de différents protocoles. Alors, ça aussi, c'est quelque chose euh, qui surprend souvent. On pense souvent que c'est notre cerveau qui contrôle. Alors, en partie, oui, mais seulement à hauteur de 20%. Notre conscience est ailleurs que dans notre cerveau, elle est plutôt dans le corps, et notamment dans le cœur, et peut-être encore ailleurs. Elle n'est pas dans le cerveau. Donc ça, il y a tout plein de disciplines et de recherches en neurosciences maintenant qui tendent à prouver ça. Mais en tout cas, la réponse neuronale elle dépend à 80%
de ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est l'état interne dans le corps qui va raconter l'histoire. C'est pas le cerveau qui va raconter l'histoire. Autrement dit, on voit ce que l'on ressent. Si à l'intérieur de moi, je ressens du bien-être, notamment grâce à ma respiration, je vais davantage me focaliser sur des choses qui vont évoquer ce bien-être que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, on va y croire. Et donc, on voit ce que l'on croit. C'est pas ce que l'on nous a dit, je crois ce que je vois, c'est plutôt je vois ce que l'on croit. Et ça part avant tout de l'état interne. En fonction de ce que je ressens dans le corps, je vais développer une croyance et de cette croyance, eh ben, je vais davantage focaliser mon attention. Et ça commence avant tout par la respiration. Donc on voit bien là encore l'importance de la respiration. Et ça, on peut même le mesurer d'ailleurs au niveau des ondes cérébrales. Quand on respire bien, on quitte les ondes de bêta, voilà, qui sont les ondes de la vigilance, de l'agitation. On est plutôt dans des ondes alpha, euh, comme un moine bouddhiste. Alors, nous ne sommes pas des moines bouddhistes, mais on peut le faire assez facilement, juste en respirant déjà en pleine conscience. Alors, par des méthodes respiratoires un peu plus abouties, on peut rentrer dans des états d'état d'imagerie onirique, de faire ce qu'on appelle des rêves éveillés, ou même de la transe, indépendamment de l'hypnose. Voilà, ça, les chamans le font très bien. Il y a d'autres techniques aussi. Alors, certaines fois, ils le font même avec des produits, hein. Bon, ça, on ne va pas en parler ce soir. En tout cas, ça marche aussi de respirer puissamment avec des produits. J'ai un ami qui est professeur d'anthropologie à l'université de Strasbourg et il a son sujet de thèse, de doctorat, c'était justement les ethnomédecines. Donc, il connaît très bien tout ça et il a développé ce qu'on appelle du néo-chamanisme. Donc, juste d'accompagner au moyen de respiration et de sons particuliers. Et ça va induire un état de transe assez incroyable, avec des positions aussi issues du chamanisme. Du coup, on a accès à des choses assez incroyables. C'est intéressant et on peut le mesurer sur le plan cérébral. Alors, quelque chose aussi, j'aime bien toujours parler de disons, d'études, on a pu remarquer que le degré d'empathie d'une personne réconfortante à l'égard de son partenaire, notamment dans la douleur, est proportionnel au degré de synchronisation de leur onde cérébrale et donc du soulagement de la douleur. Ça veut dire que s'il y a monsieur et madame, monsieur est à l'hôpital et souffre, et madame arrive à synchroniser ses ondes cérébrales à monsieur, notamment par des techniques respiratoires, la douleur de monsieur va baisser. Donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié à l'université du Colorado et à l'université de Haïfa. Donc ça pose également la question de la relation thérapeutique et notamment du toucher thérapeutique et de la communication thérapeutique. On a autre chose aussi, alors ça, les médecins, ils n'aiment pas trop entendre ça, mais pourtant c'est une réalité. C'était une étude faite en 2023, donc assez récente, à l'université d'Oslo, alors au cours d'IRM fonctionnel. Donc on a les IRM classiques, c'est juste une image du cerveau. L'IRM fonctionnel, ça va être un film. Et ce sont des IRM du cerveau, IRM fonctionnel du cerveau, de 20 patients qui souffraient de douleurs chroniques. Et l'objectif de l'étude était de savoir si, lorsqu'un médecin stressé était dans la pièce, ça pouvait influencer la sensibilité à la douleur et surtout l'imagerie médicale. Eh bien oui. Donc, plus le médecin est empathique et calme, et ils ont également testé des médecins qui pratiquaient les techniques respiratoires, eh ben, ça va influencer non seulement la sensibilité à la douleur des patients, et ça se voit au niveau de l'imagerie médicale. Donc là, il ne pouvait pas dire, hein, c'est dans la tête. Non, non, c'est vraiment, il y a une interaction. Donc l'empathie du professionnel a des effets antalgiques sur le patient. C'est pour ça que je disais, on a du boulot, hein. On a du boulot en tant que professionnels non médicaux pour dispenser ce genre de choses auprès des professionnels hospitaliers. Alors,
Moi-même, dans mon activité au niveau de l'hôpital, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des médecins qui sont ouverts à tout ça. Et on a fait une étude. Alors, une étude, ça coûte très cher. Donc, aucun laboratoire pharmaceutique ne va financer une étude, hein, surtout pour dire ben, vous êtes angoissé, ben, faites des pratiques respiratoires plutôt que de prendre un anxiolytique. Aucun laboratoire ne financera ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. On a dû prendre beaucoup de temps et ça coûte assez cher. On a eu, on a fait ça sur 30 patients et l'étude a consisté à recueillir les données subjectives et objectives par rapport à de la douleur de ces patients. Et on a mis en place plusieurs techniques respiratoires. Voilà. On a également fait la même chose avec la pratique de la cohérence cardiaque pour des patients admis en hémodialyse. Et on s'est aperçu quoi? Ben, 93% des patients évoquaient un sentiment de mieux-être quand même après une pratique informelle, c'est-à-dire ben, apprenez à bien respirer dès que vous en avez besoin. Et faites-le aussi, si possible, 5 minutes le matin, 3 minutes l'après-midi, etc. Et on s'est aperçu de quoi? Une meilleure gestion du stress et des émotions, une amélioration du sommeil, alors que ces patients-là, du fait de leur maladie, ont des troubles du sommeil très élevés, très fréquents, une moindre perception des douleurs, notamment lors de soins, lors de ponctions, une régulation de l'hypertension artérielle, notamment réactionnelle, et moins de tachycardie. Voilà. Quand il y a le nouveau médecin qui vient, la nouvelle infirmière, forcément, euh, ça les inquiète un peu. Lorsqu'il y a une annonce, ça va les inquiéter. Tachycardie, phénomène de stress. Et là, 93% des patients évoquent un sentiment de mieux-être. Alors, les médecins étaient tellement contents qu'ils ont proposé de publier ça auprès de la Société française de néphrologie, de dialyse et de transplantation rénale. Et les deux études ont été publiées quand même au niveau de ces congrès médicaux. Donc, on avance par petits pas. C'est pas facile, mais il y a de quoi faire. Voilà. Donc, petit à petit, les thérapies non médicales, non conventionnelles, ben, peuvent rentrer finalement dans le monde hospitalier. Alors, maintenant qu'on a un peu dressé tout ça, j'aimerais juste peut-être évoquer avec vous trois techniques qui sont très simples. Il y en a une qui est super connue, c'est la respiration carrée. Elle nous vient souvent du yoga, du pranayama. Et en fait, cette technique, elle permet de réduire son stress, d'améliorer son bien-être général, l'oxygénation tissulaire. Et ce que je vous propose, on va juste faire un petit exercice ensemble. Euh, Au niveau de la nuque, on va l'associer, cette respiration, avec une petite mobilisation de la nuque. Alors, je vais vous expliquer, c'est super facile. On va juste très très doucement, alors là, c'est vraiment le plus lentement possible, tourner la tête à droite. Vous pouvez même fermer les yeux et doucement tourner la tête à gauche. Et essayer de percevoir la différence entre la gauche et la droite. Est-ce que c'est plus agréable à gauche? Est-ce que c'est plus agréable à droite? Alors, normalement, il y a une différence entre les deux. Chez moi, là, clairement, à droite, c'est douloureux, à gauche, ça l'est pas. Et en fait, quand vous avez le côté le moins douloureux, alors est-ce que vous avez pu identifier le côté le moins douloureux? Ok, très bien. Bon, ah ben, on va le garder. Alors, on va le garder pendant tout l'exercice. On va donc, moi, c'est moins douloureux à gauche, donc je vais maintenir ma tête comme ça, le dos droit, la tête droite. Je vais essayer, sans forcer, de regarder vraiment par-dessus l'épaule et je vais maintenir cette posture pendant 5 respirations en faisant des cycles de 5 secondes d'inspire, 5 secondes de pause, 5 secondes d'expire, 5 secondes de pause. Je vais compter pour vous. On va le faire 5 fois et à l'issue des 5 respirations, vous allez très 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 doucement revenir au milieu et repartir de l'autre côté pour faire l'exercice d'autocontrôle. Et je ne vais pas vous influencer, vous allez voir peut-être ou pas une différence, mais ça, c'est vous dans votre vécu corporel. En tout cas, c'est une technique qui marche super bien. Alors, voilà, vous pouvez garder donc le côté le moins douloureux. Vous pouvez le maintenir avec votre main et calmement, on va commencer par une expiration. Vous pouvez vider l'air
Puis inspiration. Un, 2, 3, 4, 5. Pause. Un, 2, 3, 4, 5. Expiration. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Un, 2, 3, 4, 5. Et on reprend. Inspiration. Un, 2, 3, 4, 5. Pause. Un, 2, 3, 4, 5. Expiration. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Un, 2, 3, 4, 5. On reprend. Inspiration. Un, 2, 3, 4, 5. Pause. Un, 2, 3, 4, 5. Expiration. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Un, 2, 3, 4, 5. On reprend encore. Inspiration. Un, 2, 3, 4, 5. Pause. Un, 2, 3, 4, 5. Expiration. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Un, 2, 3, 4, 5. Et la dernière, inspiration. Un, 2, 3, 4, 5. Pause. Un, 2, 3, 4, 5. Expiration. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Un, 2, 3, 4, 5. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez très 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 doucement revenir en position du milieu et repartir de l'autre côté. Et ressentir la différence entre avant et après. Voilà. Alors normalement, vous avez la preuve en vous. Est-ce que vous sentez une différence un peu? Ouais, ok. Moi, j'ai fait un tour complet, hein. D'accord. Ok, on va se transformer en chouette après, on va faire. Voilà. Donc, vous voyez, là, juste un petit exercice. Alors, il y en a tout plein comme ça pour le dos, pour les membres supérieurs, les membres inférieurs. On va associer une technique respiratoire, en général celle-ci, avec un exercice d'auto-ajustement du corps. Donc, on arrive comme ça à rééquilibrer ben, le dos, les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, les cervicales. C'est juste magique. Et ça, c'est dispensé dans le cadre d'ateliers d'éducation thérapeutique maintenant à l'hôpital, mais il y a des professionnels qui le dispensent en cabinet. J'allais dire, qui peut le plus, peut le moins. Si ça marche à l'hôpital, ça peut marcher dans des cabinets. Voilà. Donc là, on va renforcer, en fait, on va travailler sur l'intelligence somatique, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps de rétablir ce qui va bien. Voilà. On ne va pas être sur ce qu'on appelle la pathogénèse, c'est-à-dire la maladie, mais plutôt la salutogénèse, ce qui va bien, ce qui fait du bien au corps. Voilà. C'est un peu comme allopathie et homéopathie. Voilà, on va renforcer les ressources du corps. Alors, il y a une deuxième respiration aussi, celle-ci, si vous êtes insomniaque ou angoissé, ou si vous avez des douleurs aiguës, par exemple, vous vous levez, vous vous cognez, ça va faire mal, vous vous tordez la cheville, ça va pas faire mal, enfin ça fait mal sur le moment, mais ça va pas faire mal des mois. Contrairement à une douleur chronique, en général, c'est des douleurs de plus de 3 mois. La douleur aiguë, c'est une douleur instantanée qui va durer un peu, mais pas plus que ça. Ça fonctionne aussi dans les insomnies, soit d'endormissement ou de réveil, ou les douleurs d'apparition nocturne. Et ça, c'est la respiration du docteur Weil. Elle est très simple, c'est 4 secondes d'inspire, 7 secondes de pause, 8 secondes d'expire. Le docteur Weil disait à ses patients insomniaques, si vous faites ça pendant 10 jours régulièrement, et si vous ne dormez toujours pas, je vous rembourse la consultation. Ça fonctionne super bien. Moi, je fais souvent des petits réveils comme ça la nuit, parce que j'ai tendance à être très cogiter. J'ai souvent beaucoup d'idées au petit matin, donc pour me rendormir, je fais ça. 4, 7, 8. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Ou également euh, avant un examen, pour vraiment se calmer. C'est une respiration presque anxiolytique, celle-ci. Alors, il y en a une autre qui est très intéressante aussi, c'est la respiration antalgique. C'est une respiration,
Je vous ai même montré je vais vous montrer un petit film là d'un neuropsychiatre. Et c'est une respiration où on va inspirer 3 secondes, faire 5 secondes de pause, expirer 6 secondes et 5 secondes de pause. Alors ça, c'est pas à faire en cas de stress, par exemple. C'est plutôt à faire en cas de douleur chronique, donc des douleurs récurrentes, persistantes. Souvent, elles sont difficiles à déloger, ces douleurs. Donc, on va vraiment le faire en cas d'échec d'autres techniques. Alors, il y en a tout plein des techniques respiratoires. Là, je vous en présente trois. Dans une formation en éducation thérapeutique et pratique respiratoire, il y en a plus de 20. Voilà. Mais là, déjà, c'est de vous montrer vraiment l'impact que peut avoir les respirations. Et en plus, c'est validé maintenant scientifiquement. Alors, je vais vous montrer un petit film, j'espère que vous l'entendrez, où il témoigne justement de cette respiration, le médecin. Toujours. Les neurosciences, donc la science de tout ce qui touche le système nerveux, ont validé scientifiquement l'effet, par exemple, de la respiration et de la visualisation sur la douleur, parce que dans notre cerveau, il y a des zones qui favorisent la douleur et d'autres qui l'atténuent. Donc tous les outils de neurosciences visent à valoriser ce qui va atténuer la douleur et éteindre les zones qui la favorisent. Aussi simple que ça. C'est une respiration en trapèze, c'est-à-dire 3 secondes d'inspire. On retient la respiration poumon plein 5 secondes. On expire 6 secondes et on retient sa respiration poumon vide 5 secondes. Et le fait de retenir son souffle en bas de l'inspire, normalement le cerveau est programmé pour la survie, donc quand on a fini d'expirer, il a besoin d'inspirer. Si on retient son souffle, le cerveau passe en mode d'urgence et le mode d'urgence du cerveau met de côté toutes les douleurs. Donc sur le long cours, vous gérez votre douleur. Alors j'avais surtout des douleurs de dos et des douleurs au niveau des genoux. Et en ayant suivi les respirations, c'est venu progressivement, mais petit à petit, mes douleurs, elles ont complètement disparu. Voilà. Donc, vous voyez un témoignage en plus d'une patiente qui parle de ses douleurs au genou et au dos et qui ont complètement disparu. Alors, voilà trois petites techniques respiratoires, dont une associée à cet exercice d'auto-ajustement corporel. Donc, on peut le faire sur tout le dos, comme je vous l'ai dit. On peut le faire sur les poignets. Pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de canal carpien débutant, très très bien lors d'interventions en entreprise aussi en tant que professionnel. Si vous voulez intervenir en entreprise, c'est juste parfait ça parce que vous pouvez dispenser des petits ateliers thématiques pour des personnes par exemple qui sont souvent sur ordinateur ou qui ont du port de charge lourde ou qui sont tout simplement stressés. Mais bon, je connais personne qui n'est pas stressé. Donc, il y a du travail, effectivement, aussi bien sur l'approche somatique du corps que l'approche psychologique. Voilà, surtout qu'on vit actuellement des temps de stress, de peur. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Et j'aimerais bien terminer cette petite présentation. La respiration, c'est de l'équilibre. Et donc, l'humain, on aime bien être dans l'équilibre. C'est rassurant. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. En général, quand rien ne bouge, c'est pas très bon signe, hein. Un électrocardiogramme plat, il bouge pas. Il est stable et il est équilibré finalement. Il ne bouge plus. En fait, le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. Voilà, ça sera un peu le mot de la fin de cette présentation. C'est que le souffle, ça permet de mettre en mouvement. La vie, c'est du mouvement. Et même certains qui ont fait des expériences de mort imminente, ils estiment qu'après la vie, il y a un mouvement aussi. Il y a un après le souffle. Et il y a quelque chose, voilà, c'est de l'invisible. Le souffle, le spiritus, ça nous relie à tout ça, à ce qui est matériel, ce qui est visible et aussi à ce qui est invisible. Voilà, le reste du chapitre est à écrire le plus tardivement possible, lors de notre dernier souffle, mais voilà, en attendant, nous sommes là, donc respirons bien. Bah, Voilà. merci beaucoup, Jean-Michel, pour ce second souffle et on espère de long souffle encore jusqu'à la fin. C'est franchement passionnant. C'est vrai que j'ai suivi la formation et la conférence avec David Oar. J'ai déjà appris beaucoup de choses. Et vraiment, je trouve ça passionnant, tout ce côté que tu ramènes avec
cette notion de philosophie aussi, des origines, on va dire, du premier souffle, de ce qu'est le mot souffle, justement, au niveau de la Grèce antique, ce lien avec la spiritualité, avec l'âme, avec la conscience, et ça donne aussi une belle envergure aussi à peut-être d'autres approches comme la sophrologie ou toutes ces techniques qui utilisent la respiration, je trouve. Ça permet de redonner aussi ces lettres de noblesse et c'est pas juste inspirer-expirer. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis toute la partie sur la médecine chinoise, les parallèles, enfin, on se demande vraiment pourquoi on n'a pas ça en France, quoi. Mais en tous les cas, je pense que tu vas pouvoir aussi encore peut-être apporter quelques petits éléments de réponse. Alors, je vais faire remonter quelques questions. J'ai Mhm. Julie qui en avait deux, donc je vais les prendre point par point, parce que là, on en a trois dans le chat. Donc, si vous avez d'autres questions, faites-les remonter. La première de Julie, donc pour les patients cardiaques en rééducation, est-ce intéressant de leur préconiser de faire leur exercice respiratoire à des heures précises en fonction de la chronobiologie? Ah oui, une question intéressante. Alors en général, les ateliers ont lieu le matin, en début de matinée. On évite effectivement les heures 11 heures, 13 heures, 14 heures, où on le fait plutôt dans l'après-midi. Alors en plus, il y a l'impact de la digestion, donc on sait que la digestion nous fatigue, donc on va éviter d'installer des ateliers comme ça au moment, juste avant le repas ou pire après. Ça va les fatiguer. Donc on va plutôt le faire soit en début de matinée, quand l'énergie finalement euh, augmente, mais il ne faut pas qu'elle augmente de trop, parce que c'est le matin où effectivement on a le taux de cortisol le plus important, le taux d'adrénaline. Donc on va plutôt réguler ça, ou alors dans le milieu de l'après-midi. Ouais. Ok. Et deuxième question du coup de Julie, hein, je vais prendre les deux en même temps. Elle parle de la synchronisation respiratoire avec un patient permettrait donc d'approfondir l'effet d'accompagnement thérapeutique. Mhm. Oui, tout à fait, ouais. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'a parfois même pas besoin de se synchroniser au patient. Et là, je prends l'exemple des soins palliatifs. Parce que en soins palliatifs, la personne est sous l'effet de produits, de morphine, souvent à haute dose. Donc, on ne peut pas lui dire, bon, vous allez respirer en carré. Donc, c'est souvent très compliqué. Et là, le simple fait de se mettre à côté de la personne, de lui mettre les mains sur les tempes, un peu comme le font les ostéopathes qui font de l'ostéopathie crânienne, ou juste les mains en cuillère comme ça sous la tête, ou les mains sur l'épaule, ou juste de lui tenir la main et de respirer sur une fréquence avec une respiration bien particulière, eh ben, la personne, elle va se sentir soulagée. Et ça se voit d'ailleurs, parce que souvent les personnes elles sont monitorées, elles ont des petits capteurs. On voit que le cœur va battre plus lentement, que la respiration va devenir plus fluide. Et récemment, j'accompagnais une dame que j'ai suivie depuis longtemps, qui était en insuffisance rénale terminale, et elle a très vite décompensé après plusieurs années quand même d'hémodialyse. Elle a eu un cancer en plus, enfin, c'était très compliqué. Et je voulais absolument aller la voir vraiment, elle suffoquait quand elle respirait. Et je lui ai tenu la main et elle n'arrivait vraiment presque plus à respirer. Je lui ai tenu la main, je lui ai juste parlé. J'ai dit, bon, écoutez, je vais respirer à côté de vous. C'est juste un passage, c'est juste le temps d'une respiration. Et elle a fermé les yeux, puisqu'elle était les yeux grands ouverts, elle était vraiment en panique. Elle a fermé les yeux, et le lendemain, la cadre me dit, Jean-Michel, Madame telle et telle est décédée. Elle est partie en paix. Voilà. Et donc, on voit bien le pouvoir du souffle, ça permet de transporter quelque chose. Alors moi, j'ai une approche un peu spirituelle, pardonnez-moi si ça vous semble un peu perché, mais j'y crois parce que je le vois, voilà, j'ai un mentor qui est Éric Dudoit, qui est professeur de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille, et David O'Hare aussi. Éric Dudoit est chef de service de l'unité d'oncopsychologie, donc il accompagne énormément de patients en fin de vie. Et voilà, il y a des très belles choses qui se font, et notamment par l'accompagnement, parfois par les mots, le toucher et le souffle. Voilà. Donc, des fois d'autres choses, hein, du massage, de la musique, de l'aromathérapie. Mais pour moi, le toucher, la parole et le souffle, c'est la base. Ouais.
et ce qui nous rend fondamentalement humains aussi. Et ça rejoint Oui, un peu ce que tu disais, et puis aussi ce qu'on a vu avec le docteur Roire, hein, quand il parlait que le fait de se mettre en état de cohérence cardiaque, c'est comme s'il y avait un champ, on sait qu'on vibre tous, un champ électromagnétique qui peut être modifié par le souffle et dans lequel on va créer un petit peu comme une bulle d'environ 3 mètres, je crois, dans laquelle si nous, on se met en état de cohérence, les personnes qui seront dans cette bulle aussi auront tendance à se mettre sur ce même état de résonance, de cohérence cardiaque, en fait. Donc l'idée, ce serait un ouais. petit peu de faire la même chose, en fait, grâce à ces techniques. Oui, tout à fait, ouais. Alors, Ouais, tout à ouais, fait. j'allais te poser la question, moi, justement, par rapport à ça. Est-ce que la technique 5-5 pour mettre en état de cohérence, justement, permet de le faire? Est-ce que les autres techniques que tu viens de montrer, par exemple, que ce soit pour le sommeil ou pour l'anxiété, est-ce que ça permet d'avoir les mêmes effets? Alors, on a des effets calmants. Par contre, on n'a pas les mêmes effets que ce que l'on retrouve en cohérence cardiaque avec la courbe que montre généralement David, avec la variabilité de la fréquence cardiaque. Par contre, on a vraiment des effets calmants. Si par exemple quelqu'un est stressé, je me mets à respirer à côté, il y a quelque chose qui va retomber, une sorte de pression comme ça, une énergie, je ne sais pas comment l'exprimer vraiment, mais on sent quelque chose qui retombe. Et mais on va en revanche pas le voir sur la courbe. Ouais, Ok. ouais. Alors, j'ai Stéphanie qui me dit qu'elle n'a pas les. Elle a voulu regarder les études, mais qu'elles ne sont pas disponibles. Peut-être que ce qu'on peut proposer, c'est à ce compte-là, peut-être de me les renvoyer, puis que je puisse les remettre dans le petit lien du replay ou pour la newsletter, si ça peut. Ce serait possible pour toi, Jean-Michel? Les études lesquelles alors Alors, bah, Stéphanie, est-ce que vous pourriez. Oui, alors là, moi, je fais un DU en ETP. Bon, j'ai fait la formation 42 heures en ETP. Et là, pour aller Mhm. plus loin, donc dans mon mémoire, moi, c'était à l'origine la sophrologie en santé intégrative. D'accord. Et donc, justement, je suis tombée sur, comme je m'intéresse à vos formations, je suis tombée sur vos études et sur le site, on peut en voir que des extraits. Et donc, moi, j'aurais bien aimé les lire pour voir, Ah oui, oui, oui. En pour fait, on a pouvoir. que les abstracts. Alors là, Ouais. il faut que je vois avec. Faudra que je vois avec la direction de l'établissement pour avoir l'étude. Je garantis rien, hein. En général, Ouais, non, mais parce que ouais. c'est pile poil ce qui m'intéresse et je me suis Et dit, je oui. suis sûre qu'il y a des Ouais. choses à lire super intéressantes dedans. Ouais, je vais voir si je peux les. Il faut que je demande à la direction de la com de l'hôpital. Parce que les abstracts, ça c'est public. Les Mm. études complètes, je vais voir. Mais ouais, je vais voir ça, Stéphanie. Ouais, Ouais, ce serait gentil, merci. ouais, avec plaisir. Alors Jean-Michel, moi j'avais une petite question aussi, parce que tout à l'heure tu parlais justement de un petit peu cette prise en compte du spirituel dans tout ce qui va être les soins intégratifs. Et tu disais que notamment en Suisse, ils étaient plutôt en avance sur toutes ces techniques du spirituel et que l'OMS aussi commençait à parler dans la médecine intégrative justement des soins spirituels. Alors c'est deux questions en une. La première, est-ce que tu pourrais peut-être préciser un petit peu qu'est-ce qu'on entend par spirituel justement aujourd'hui dans le domaine du soin? Et dans un deuxième temps, est-ce que tu aurais peut-être je sais pas moi, des retours d'expérience ou des retours de cas d'hôpitaux, par exemple suisses, qui utiliseraient justement ces techniques de soins spirituels dans les accompagnements pour savoir aujourd'hui si on doit se projeter, tiens, comment ça fonctionne on va dire, dans les médecines les plus avancées sur ces sujets-là. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a l'Université de Lausanne qui a même mis en place un diplôme, un Certificate of Advanced Studies de 2 ans en accompagnement spirituel. L'université de enfin, l'hôpital de Lausanne aussi, le centre hospitalo-universitaire vaudois, centre hospitalier de Genève aussi. Et il y a un réseau qui s'est créé, ça s'appelle le réseau Respire, RE2SPIR, qui a été créé en Belgique et en lien avec la Suisse. Bon, il y a il y a un pont entre la Belgique et la Suisse, mais le pont, il s'est pas trop arrêté en France, un petit peu du côté de La Rochelle, un peu en Alsace aussi. Voilà, je fais partie de ce réseau Respire aussi. Donc là, ben, le but, c'est déjà, on sait que il y a un ordre spirituel dans l'accompagnement et il se fonde autour de 4 valeurs en fait. Alors c'est un questionnaire qui s'appelle le questionnaire HOPE, HOPE. Euh, Déjà, le fait de, est-ce que la personne croit à quelque chose?
dans sa vie, alors que ce soit Dieu, l'inconscient, une force, la nature, etc. Donc déjà une croyance de quelque chose qui n'est pas matériel. Ça peut aussi être de la mythologie, etc. Ensuite, le haut, ça nous renvoie à l'ordre. Est-ce que c'est ordonnancé dans une pratique de méditation religieuse, dans un groupe de prière? Pourquoi pas? Euh, Ensuite, P, c'est la pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est euh, pratiqué au quotidien? Et E, c'est de mesurer l'espérance. Voilà. Alors, ce questionnaire, un professeur d'université d'ailleurs de Lausanne, qui a fait une présentation, et c'est juste pour vous dire le niveau de bêtise en France, il a présenté ce questionnaire à Paris, il me semble que c'était à l'université de la Sorbonne, et à la fin du questionnaire, à la fin de sa conférence, il a été applaudi sur l'approche spirituelle, etc. Et il y a deux messieurs qui s'approchent de lui et il lui montre la carte. Police nationale, le questionnaire que vous venez de présenter, il est dans la ligne de mire euh, de la Ligue contre les dérives sectaires ou quelque chose comme ça. Ou l'office, c'est, Une. voilà, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Donc il a dit, mais attendez, ça c'est largement pratiqué dans les hôpitaux, ça fait l'objet de publications. Écoutez, si ça continue comme ça, je téléphone au consulat et je sors ma carte. Là, il va y avoir un incident diplomatique. Je me suis dit, non, non, mais pas de problème, on ne savait pas que vous étiez suisse et tout. Donc ça montre quand même le degré de bêtise en France et de retard par rapport à l'accompagnement spirituel. Donc je pense qu'il y a aussi là quelque chose à faire et on peut le faire peut-être sans parler de spiritualité, mais peut-être par la respiration, parce que le spiritus, c'est le souffle, et c'est aussi la spiritualité. Donc voilà, ça peut être une porte d'entrée, ouais. Mais c'est Alors, compliqué. justement, toi, en France, comment tu fais pour peut-être déjouer un petit peu ces pièges de langage tout en permettant d'amener ces éléments de technique respiratoire avec cette dimension un petit peu plus élargie? Alors, très souvent, je le fais quand il y a des problématiques d'angoisse face à la mort, à la maladie. Je leur demande, ben, est-ce qu'ils ont quelque chose à quoi se rattacher? Et donc, il y a la question de la foi, souvent, et c'est assez rapidement mis euh, dans le discours, en fait. Et par chance, j'ai des médecins qui sont très ouverts sur cette question-là. Donc, c'est vraiment super. On a un médecin allemand qui est bilingue, donc ça aide. Et j'ai deux jeunes médecins qui sont très, très ouverts sur ces questions et qui volontiers disent, voilà, Jean-Michel, est-ce que voilà, tu peux déjà gérer le stress, l'angoisse et peut-être évoquer des choses qui nous dépassent. Voilà, et ça se fait. Voilà, il y a l'aumônier qui passe aussi. Souvent, on me prend pour l'aumônier d'ailleurs aussi. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions à nous mettre dans le chat? Ah, ça en soulève quand même pas mal, hein, parce que c'est un vaste sujet, mais je voudrais pas qu'on... C'est encore quelques minutes éventuellement. Oui, alors j'ai cru entendre... C'est Olivier, c'est ça que j'ai cru entendre un micro. Ouais. Oui, Olivier. Oui, bonsoir. J'ai une question peut-être un peu longue à écrire, mais je voulais demander à Jean-Michel s'il peut donner des petites astuces à des nouveaux praticiens à l'hôpital ou en clinique, comment intervenir en fait autrement que par le biais d'associations. Parce que moi, donc j'interviens, je suis sophrologue là, depuis peu, j'ai fait ma formation l'an dernier, et j'interviens pour le compte d'une association en cancérologie. J'ai fait la petite formation avec toi, Jean-Michel, d'ailleurs, Oui. sophrologue cancer. Et bah, c'est super intéressant, hein, c'est vraiment bien. Et on sent vraiment tout le personnel est très content. Et quand ils demandent aux patients comment s'est passée la séance, ben, souvent ça se passe très bien. Et là, voilà, la petite question, c'est comment arriver à se faire une place, mais Hmm. en tant que professionnel, plus que en tant que bénévole ou par le biais d'associations, parce qu'ils sont super contents qu'on intervienne. Ils sont forcément très demandeurs, ça leur coûte rien.
entre guillemets. Oui. Euh, voilà, moi, au moment où j'essaie de faire un peu de démarchage, hein, c'est pas beau comme mot, mais bon, faut bien essayer de vivre aussi de cette activité, au-delà du fait que je prends beaucoup de plaisir à apporter du bien-être à ces personnes-là. Comment, Mhm. peut-être dans d'autres services, tu parlais toi de proposer des séances pour diminuer l'angoisse avant des interventions, avant la pose d'implants qui sont invasifs, tout ça. Et Oui. j'imagine qu'il y a des excellents retours. Voilà, si tu as des petits trucs, enfin, Ok, d'accord, ouais. Alors, effectivement, l'hôpital public, on connaît l'état de l'hôpital public en France, c'est souvent très compliqué. Les cliniques privées, bon, elles sont souvent vocation, comment dire, lucrative aussi, hein, il ne faut pas se cacher. Là, il y a une clinique qui fait du travail remarquable, notamment sur la chirurgie mini-invasive de prothèses de hanche et compagnie. Donc, normalement, le forfait pour une prothèse de hanche, je crois que c'est 4 jours. Et ils arrivent à opérer en un jour. Donc, la personne rentre le matin, elle ressort le soir. Et donc, j'allais dire, c'est tout bénef pour la clinique parce qu'ils empochent 4 jours finalement, en renvoyant le patient au bout d'un jour. Et ça, ils le réinvestissent justement dans des soins de support. Donc, ça peut peut-être valoir le coup d'aller voir les cliniques privées qui sont quand même, je dois dire, assez ouvertes. Voilà, si tant est qu'elles réinjectent les bénéfices dans de telles actions. Après, ce qui est important aussi, c'est peut-être de contacter les associations de malades qui interviennent, alors déjà de sensibiliser les associations de malades, par exemple les associations de patients cardiaques, d'insuffisants rénaux, sur la nécessité de prendre en charge de façon intégrative. Et eux ont souvent les moyens de mobiliser les hôpitaux plus que nous en tant que particuliers, en proposant des interventions et surtout en trouvant des financements. Bon, les financements, ils se trouvent où? Ils se trouvent, par exemple, je prends l'exemple de l'hémodialyse, dans les machines, les générateurs d'hémodialyse, c'est le prix d'une grosse voiture quand même. Je crois que c'est 40 000 euros. Donc, il y en a une cinquantaine dans une unité. Donc, vous imaginez les finances. Et forcément, après, ça peut être du mécénat, de laboratoires, de fabricants de machines. Ça peut être une solution. Et la troisième, un peu plus rare, c'est aussi que certains hôpitaux, même publics, maintenant ont des petites enveloppes budgétaires pas très grandes pour faire intervenir des professionnels euh, autour de la prise en charge intégrative. Et ce qui est bien toujours, c'est de se reposer sur des actions, parce que les hôpitaux sont classés maintenant. Donc il y a un classement, la Haute Autorité de Santé les classe. Donc c'est de faire marcher l'esprit un peu de compétition entre les hôpitaux en disant, ben voilà, tel et tel hôpital a fait ça, et je peux vous proposer ça. Voilà. Euh, Par exemple, l'hôpital Louis Pasteur, les hospices civils de Colmar, où je suis, un hôpital qui est très vieux, qui existe depuis 1200 et quelques, et c'est le premier hôpital non universitaire de France pour la qualité des soins. Donc, et il y a tout plein de choses. Il y a de l'aromathérapie qui est mise en place, il y a de la réflexo, il y a l'accompagnement spirituel. Bon, ça, c'est plutôt l'aumônier qui le fait. Il y a mes interventions, il y a l'activité physique adaptée, il y a de la socio-esthétique, il y a tout plein de choses. Et donc, c'est de se reposer sur des choses qui sont faites, d'autant plus que maintenant, la Haute Autorité de Santé le recommande. Donc, ils sont aussi notés sur la prise en charge globale des patients. Donc, de faire jouer un peu la concurrence, quoi. Ça peut être. Et après, il y a le dernier moyen qui est de se former à l'éducation thérapeutique. Parce que quand on est formé à l'éducation thérapeutique, donc les 40 heures obligatoires, on peut proposer des ateliers, si tant est après qu'ils soient inscrits dans les programmes de l'Agence régionale de santé. Et une heure d'atelier est financée 60 € par l'ARS.
Donc ça veut dire qu'on peut finalement trouver des moyens de financement là par l'éducation thérapeutique. Donc c'est aussi un moyen. Et c'est 60 euros par patient. Donc ça veut dire si on a 8 patients, ça fait 1 heure, 480 euros. Bon, on ne touche pas 480 en général, hein. Le reste, ça part dans la poche de l'hôpital. Voilà, mais c'est toujours ça, c'est bien. On ramène de l'argent à l'hôpital. Ils sont contents après. Ah, quand c'est comme ça. Ouais. Et justement, Jean-Michel, enfin, peut-être une dernière petite question. Quel avenir tu vois avec ton expérience et avec les constats que tu en fais aujourd'hui de la médecine intégrative justement en France? Peut-être sur du court, du moyen et puis long terme. Ce serait bien malin de pouvoir lire l'avenir, mais au moins déjà sur peut-être du court et du moyen terme. Court, j'entends d'ici peut-être 2, 3 ans et moyen terme peut-être un petit peu plus. Ouais. Alors, à court terme, je pense que ça va être compliqué de développer des choses, mais à moyen terme, moi, je suis quand même assez positif parce que là, j'ai vécu l'audit de certification de l'hôpital où j'interviens et la direction a souhaité que les professionnels non médicaux soient là lors des audits. Et la Haute Autorité de Santé a souligné la qualité de prise en charge globale et l'intérêt de disciplines comme la cohérence cardiaque, qui sont inscrites dans des protocoles d'admission. Donc voilà. Également l'éducation thérapeutique et ils ont eu un triple A, donc très haute qualité de soins. Et ça a été des points majeurs qui ont été relevés par la Haute Autorité de Santé. Alors, évidemment, pas moi seul, hein, il y a la diététicienne, il y a tout plein d'autres choses qui ont été. Il y a la prof de sport aussi, l'animatrice en activité physique adaptée. Et en tout cas, ça a été souligné. Et je pense que ça va figurer dans les recommandations obligatoires. Et je suis assez optimiste. Là où je suis un peu plus pessimiste, c'est les financements. Mais bon, après, du moment qu'il y a les recommandations, ils sont obligés de les trouver et de ce fait de trouver des sources de financement. Ok. Eh ben, super. Bah, merci beaucoup Jean-Michel. Alors peut-être juste pour terminer. Voilà, il y a 2 formations que tu animes. C'est aussi le petit mot qu'on voulait vous laisser pour la fin. C'est 2 nouvelles formations que nous, du coup, on a le plaisir de pouvoir partager avec toi, Jean-Michel. Voilà, des formations qui viennent d'être intégrées dès aujourd'hui sur notre site internet dans une toute nouvelle rubrique qui s'appelle Santé et techniques respiratoires. Donc, du coup, voilà, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Les dates seront prochainement à venir. On doit encore se concerter avec Jean-Michel pour poser ça. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat. Et puis pour ceux qui reverront le replay, de nous envoyer directement un petit mail. Mais Jean-Michel, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter très rapidement, du coup, en quoi consistent les 2 formations, sur la durée, sur le contenu et qu'est-ce qu'on peut escompter faire avec ça? Oui. Alors, Stéphanie, Olivier, vous les connaissez déjà, il me semble. Alors, la première, c'est éducation thérapeutique et pratique respiratoire en sophrologie. Donc là, c'est déjà de voir tous les mécanismes, les fonctions de la respiration, l'importance de la respiration. C'est souvent un peu méconnu de pas mal de sophrologues. Également l'importance de la posture pour bien respirer. Qu'est-ce qu'une respiration haute? Qu'est-ce qu'une respiration médiane? Qu'est-ce qu'une respiration basse? Et après, on passe en revue tout plein de techniques respiratoires. Donc, contre les douleurs aiguës, contre les douleurs chroniques, contre l'anxiété. Et on va également les compléter par une approche de l'éducation thérapeutique. Comment construire un atelier pour dispenser des techniques respiratoires à des personnes afin qu'elles adhèrent, en fait. Et ben après, des cas pratiques. Ça, c'est la première respiration, pas la première respiration, la première formation. C'est une formation de 2 jours. Voilà. Et l'autre, c'est les techniques d'auto-ajustement corporel. C'est un peu ce qu'on a fait avant, mais j'allais dire à plus grande échelle, où on va voir toutes les techniques pour les cervicales, pour le dos, vertèbre dorsale, vertèbre thoracique, vertèbre lombaire, le bassin, les genoux, les chevilles, les membres inférieurs, les membres supérieurs, et cumuler, compléter avec 2 techniques respiratoires en l'occurrence, et cette approche un peu particulière
pour réajuster le corps, le rééquilibrer et faire disparaître des tensions ou des douleurs. Voilà, ça c'est une formation en un jour. Alors souvent les personnes disent quoi en un jour? C'est bizarre. Et en fait, effectivement, en un jour, on peut apprendre toutes les techniques et ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Voilà. Eh ben, super. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Michel. En tout cas, c'était vraiment, vraiment passionnant. Je vois qu'on est pile poil dans le timing. C'est rare. Et Ah, on déborde souvent parce qu'il y a plein de questions. On est assez bavard aussi. Donc, en tous les cas, vraiment un grand merci. Et puis, voilà, si vous avez des questions à faire remonter, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça par email. Nous, on les transmettra bien sûr à Jean-Michel. Vous aurez le plaisir de le retrouver aussi chez nous. Voilà, encore une fois, le replay sera disponible. Donc, si vous pensez que tout ça, ça peut être utile à une personne de votre entourage, bah, n'hésitez pas à en parler, à partager. Ce sera mis très prochainement sur la chaîne YouTube. En tous les cas, bah, écoutez, on va vous souhaiter une très très belle soirée. Respirez bien avant de vous endormir, hein. Il n'y a plus d'excuses, visiblement, pour bien dormir. Et puis, on se retrouve très rapidement pour la prochaine conférence. À bientôt, tout le monde.